Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, voilà, on laisse les uns les autres se connecter. Voilà, voilà, parfait. Ok, ça arrive. Bonjour Corinne, bonjour Fabienne, bonjour Célia, bonjour Aurélie. Parfait. Si vous m'entendez, marquez-moi un petit OK sur la discussion aussi, pour que je sois sûr que tout est bien. Ok, parfait. Les nickel. Ok, on a déjà une trentaine. Voilà, quelques petites secondes pour se connecter ici. Mais on va commencer. Un bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur ce premier webinaire thématique de l'année. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'espère que je suis le directeur des opérations sur Alform. Tout d'abord, au nom de l'ensemble de l'équipe d'Alform, recevez tous nos vœux de santé et de réussite pour la nouvelle année. Aujourd'hui, nous retrouvons sur ce webinaire dédié à l'utilisation de la cryothérapie en post-opératoire des chirurgies orthopédiques en médecine vétérinaire et humaine. L'objectif sera de présenter les pratiques cliniques de la cryothérapie, mais aussi de partager avec vous les dernières avancées et les preuves scientifiques qui attestent effectivement l'efficacité de la cryothérapie et expliquer les mécanismes d'action. Donc, pour ce faire, nous avons le privilège d'avoir avec nous deux experts de renom, le docteur Alexandre Caron et le docteur Alexandre Hardy. Donc, on aura deux Alexandres pour nous tout seuls ce midi. Le docteur Alexandre Caron, vous êtes vétérinaire, vous avez obtenu votre diplôme en 2008 à l'École nationale vétérinaire de Nantes. Vous avez effectué votre internat à l'UNVA, à la clinique des animaux de compagnie. Vous avez ensuite poursuivi votre formation en Angleterre dans le domaine de la chirurgie orthopédique et neurologique des animaux de compagnie, ce qui vous a permis par la suite d'obtenir votre board européen de spécialistes en chirurgie des petits animaux en 2015. Vos domaines de compétences sont donc la chirurgie orthopédique et neurologique, l'arthroscopie et la médecine sportive vétérinaire. Vous portez un intérêt particulier à la physiothérapie et la rééducation fonctionnelle dans le cadre de votre voilà de vos chirurgies et aussi de la médecine sportive. Vous avez beaucoup de publications. Je partagerai par la suite quelques-unes de vos récentes publications que voilà, nos participants puissent aller les voir. Pendant 6 ans, vous avez été chirurgien senior au CHV Atlantia à Nantes et aujourd'hui, vous exercez à Triovet, un projet collectif que vous avez lancé en 2020 vous avez lancé avec vos confrères, vos consoeurs. Le but était de créer une structure multidisciplinaire pour offrir les meilleurs soins possibles à vos patients. Si je ne m'abuse, le docteur Caron, vous êtes membre du comité scientifique du groupe d'études en chirurgie orthopédique vétérinaire et membre du groupe d'études en chirurgie générale de la BAC. Et vous êtes également membre de l'European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology.
Ça, c'est pour notre premier Alexandre. Quant à vous, le docteur Hardy, vous êtes très reconnu aussi dans votre domaine. Vous êtes chirurgien orthopédiste exerçant à la clinique du sport à Paris, un établissement très réputé pour ses soins spécialisés en orthopédie et médecine sportive. En parallèle, vous êtes responsable de recherche clinique à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne, en région parisienne. Dans ce cadre, vous dirigez plusieurs projets de recherche. Cette double casquette de praticien et de chercheur vous permet de combiner votre expertise clinique pour une perspective de recherche pour améliorer les soins de vos patients. Pareil, vous avez publié énormément sur ces questions. Je partagerai vos récentes publications aussi avec le public juste après, notamment celle que vous avez faite dans la revue orthopédique en climatologie, Surgery and Research. Sans plus tarder, docteur Alexandre Caron et docteur Hardy, je vais vous laisser la parole pour vous nous dérouler ce thème. On va débuter par vous, docteur Caron, et puis le docteur Hardy prendra la parole juste après. Merci encore. Super. Merci Bertrand pour la présentation. Bonjour à tous. Je vais vous démarrer la présentation. Normalement, c'est tout bon. Vous voyez mon écran? Bertrand, c'est bon? C'est parfait. Bon, parfait. Donc, je vais commencer sur la présentation de l'utilisation et de l'intérêt de la cryothérapie en post-opératoire de chirurgie orthopédique pour la partie vétérinaire. Et puis le docteur Hardy prendra le relais ensuite pour la partie purement humaine et puis les données qui peuvent en découler. En première chose, puisqu'on est encore sur la fin du mois de janvier, au-delà de vous souhaiter à tous une bonne année, on a tous des bonnes résolutions à prendre sur cette année et je pense que une bonne résolution qu'on pourrait tous prendre ensemble, c'est de se dire que la prise en charge de nos patients orthopédiques, que ce soit en post-opératoire ou non, ça pourrait être d'essayer d'aller un petit peu plus loin et notamment, je parle là en tant qu'orthopédiste pur et simple, ce serait d'aller un peu plus loin que la chirurgie et le bistouri et peut-être d'évoluer vers une prise en charge, que j'aime bien appeler prise en charge 2.0 de nos patients. Et typiquement, la cryothérapie peut être votre bonne résolution de 2024 à ajouter à votre arsenal thérapeutique. Alors, le but de la cryothérapie, c'est tout simplement par le biais du froid de retirer de l'énergie au tissu, et notamment au tissu mou sous la forme de chaleur. Et on va voir dans quelle mesure est-ce que ça, d'un point de vue cellulaire, ça peut avoir un intérêt. Alors, je vais rappeler très vite que tout ça, ça doit s'inscrire évidemment dans une prise en charge complètement multimodale. C'est-à-dire que bien évidemment, ça ne va pas remplacer ce que vous faites déjà. Et si on prend l'exemple d'une TPLO, l'exemple typique en médecine vétérinaire et en chirurgie vétérinaire orthopédique, ça va sûrement pas remplacer les anti-inflammatoires post-opératoires, la péridurale en périopératoire, et puis ça peut s'ajouter à d'autres stratégies périopératoires. La cryothérapie est intéressante, mais elle n'a absolument pas vocation à remplacer tout le reste de ce que vous pouvez mettre en place. Alors, la physiologie rapidement de la cryothérapie, comment ça fonctionne, je vais vous résumer ça par la suite dans un petit schéma un peu plus clair, mais globalement, le principe, c'est que par vasoconstriction, vous allez diminuer l'afflux sanguin. En médecine humaine, ça a été mesuré et on a effectivement bien une diminution du flux sanguin, qui soit artériel ou veineux au niveau des tissus. Et de par cette action-là, on va avoir une diminution du métabolisme cellulaire, une diminution de l'utilisation d'oxygène, on peut avoir une diminution du spasme musculaire. Et chose intéressante également, ce qui peut expliquer que parfois, autour d'activités un peu traumatiques pour le muscle, il peut y avoir un intérêt de la cryothérapie. Il a été mesuré une diminution de l'apparition des créatines kinases dans le sang suite au traumatisme musculaire. Donc on a une diminution de ce traumatisme musculaire en lui-même grâce à la cryothérapie. Donc c'est quelques éléments physiologiques qui sont très intéressants pour justifier le fondement de l'utilisation de la cryothérapie. L'autre chose, c'est que en diminuant
avec la baisse de la circulation, on va avoir une pénétration qui va être plus profonde du froid et qui va durer un petit peu plus longtemps. Donc ça va être intéressant pour évoquer la durée d'efficacité du traitement par cryothérapie. D'un point de vue cartilagineux, on peut avoir un intérêt également, puisqu'avec des températures beaucoup plus basses que la température corporelle normale, localement, on va diminuer l'activité des enzymes. Donc ça, on le connaît tous, on l'a tous vu lors de nos études véto, les enzymes fonctionnent à une certaine température donnée. Et là, ça va être typiquement intéressant sur les enzymes qui vont dégrader le cartilage. Donc on va avoir moins d'inflammation et probablement moins de douleur qui va en découler. Donc tout l'intérêt d'abaisser la température, même si c'est que sur un court moment. Donc, à partir de là, on a une diminution du développement inflammatoire et douloureux. Il a été démontré bien précisément au niveau cellulaire que ces traitements de cryothérapie vont diminuer le stress oxydatif au niveau cellulaire. Donc, encore un intérêt physiologique prouvé de ce type de traitement. En médecine humaine, et ça le docteur Hardy vous remontrera probablement des données par la suite qui sont bien plus poussées que celles qu'on peut avoir en médecine vétérinaire, mais la diminution de la douleur, la diminution de l'inflammation, c'est clairement un moyen intéressant pour favoriser une reprise plus rapide de la mobilisation articulaire et musculaire, et du coup, de fait, le bon sens amène à penser qu'on va avoir une récupération plus rapide, et je ne doute pas qu'il aura des données plus scientifiques que celles-ci à vous montrer sur ce sujet-là, chose dont on n'a pas vraiment la disponibilité en médecine vétérinaire. L'autre biais par lequel la cryothérapie est intéressante, c'est l'action purement neurologique. Donc c'est ce qu'on appelle la neurapraxie par le froid. Globalement, tout le monde a déjà expérimenté que le froid diminue votre sensibilité localement. Donc, et les moyens par lesquels ça fonctionne, c'est qu'on va augmenter le seuil d'activation des nocicepteurs. Donc il va falloir une sensibilisation, un événement plus fort pour que les nerfs soient sensibilisés, les nerfs de la douleur. On a une augmentation de la durée de la période réfractaire, on a une diminution de la vélocité de la conduction, donc c'est-à-dire que le message arrive moins vite, donc ce qui va avec l'augmentation de cette période réfractaire également. Et puis on a une diminution de médiateurs inflammatoires sensibilisant à la douleur, et tout ça, ça a été prouvé avec une diminution de l'activité électromyographique post-cryothérapie. Encore une fois, tout ça, ce sont des données qui ont bien sûr été testées dans un contexte plus humain que vétérinaire, mais on va pouvoir calquer évidemment tous ces bienfaits théoriques et physiologiques chez nos patients à quatre pattes. Donc si on fait un petit peu si on regroupe tout ça un petit peu dans un schéma, globalement vous incluez, vous appliquez du froid sur une zone bien donnée, vous allez modifier les activités locales enzymatiques, vous allez diminuer la vascularisation, ce qui fait que vous allez réussir à diminuer l'inflammation et diminuer l'œdème. Et en ajoutant à ça cet effet sur le tissu nerveux, vous allez favoriser une analgésie optimisée. La profondeur de traitement, elle va pouvoir varier. On a une action qui, en termes de profondeur, peut aller de 1 à 4 cm. Donc là, je pense qu'on a un intérêt encore plus particulier qu'en médecine humaine, puisque nos patients étant plus petits, on va avoir une action probablement plus profonde. Cette action, elle va être à moduler en fonction du patient, puisqu'on sait que le tissu graisseux est un bon protecteur contre le froid. Donc ça, c'est donné issu du bon sens, mais aussi prouvé par la science. Et donc la profondeur de traitement va globalement être proportionnelle au temps de traitement. Il va de soi que pour avoir une efficacité plus intéressante en profondeur, il va falloir augmenter la durée de traitement. Donc globalement, on verra un petit peu ça après, mais une durée de 20 minutes pour 1 cm de profondeur chez le chien est un bon traitement. Et si on veut aller traiter un petit peu plus en profondeur, il faudra augmenter cette durée de traitement. Donc en termes de temps, alors ça a été, c'est des vieilles recherches que je suis allé creuser pour justement dans la préparation de cette conférence, avoir à moi-même me former un petit peu plus. En fonction du traitement que vous allez utiliser, on va avoir les différents types de traitements qui sont possibles. Mais entre si vous utilisez des packs de glace ou un bain glacé pour les articulations, on n'aura pas forcément les mêmes diminutions de température. Donc globalement, ici on parle de chez l'homme, avec un pack de glace, il faut à peu près 30 minutes pour descendre localement de 6 degrés, avec un retour à la normale en une petite demi-heure. Donc tout ça pour dire qu'un temps de traitement en général de moins de 30 minutes est suffisant. Donc ça, c'est un avantage
net, c'est que c'est pas un traitement qui prend énormément de temps. En post-opératoire, c'est tout à fait faisable. Et que l'application locale, elle est efficace, même si elle dépend effectivement du temps d'application. Pour un bain glacé, il va falloir, on va pouvoir diminuer beaucoup plus la température en moins de temps, et le retour à la normale sera un petit peu plus long. Ça, c'est quelque chose qui est bien moins adapté pour nos patients à nous, puisque je vous mets tous au défi de réussir à mettre un petit bichon un petit peu actif dans un bain d'eau glacée. Je suis pas sûr que vous ne soyez pas glacé en même temps que lui. Si on utilise des packs de froid qui sont un fonctionnement un petit peu différent, alors que vous pouvez globalement fabriquer éventuellement vous-même en mélangeant de l'eau avec de l'alcool, mais je vous invite à plutôt acheter des packs qui sont tout faits. On a une température profonde qui va persister pendant relativement longtemps, puisque ça a été montré qu'elle peut persister pendant pas loin d'1 heure. Et la diminution de la température va se poursuivre pendant encore une dizaine de minutes après le retrait du pack de froid. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est que c'est un traitement que vous mettez en place et qui va durer finalement un petit peu plus longtemps que le traitement lui-même. Donc ça peut être intéressant à discuter avec vos équipes quand vous mettez ces choses-là en place, c'est que le traitement, même s'il est court, a une durée d'efficacité au final un petit peu plus longue que le temps d'application du froid en lui-même, tout simplement parce qu'avec un flot sanguin diminué, il va y avoir une modification locale de toute la circulation et de tout le métabolisme qui va mettre un petit peu de temps avant de revenir à la normale par la suite. Sur le muscle, les intérêts qui ont été montrés, c'est qu'on a une diminution du risque de syndrome compartimental. Alors, c'est pas quelque chose qu'on voit très couramment en médecine vétérinaire, ou en tout cas quelque chose qu'on a du mal à identifier et à diagnostiquer très précocement. Donc, je suis pas sûr que ce soit une indication qui sera vraiment passionnante pour nous. En revanche, il a été montré que ça permet de réduire d'un point de vue musculaire la zone lésionnelle, donc typiquement l'intérêt premier en cas de choc pour limiter la douleur et l'inflammation locale. Et puis, il a été montré que lors de traitements en physiothérapie, on peut avoir une augmentation temporaire à court terme de la puissance musculaire juste après la cryothérapie. Donc, en termes de travail, ça peut être quelque chose potentiellement intéressant lors de la phase de rééducation. En termes d'amplitude articulaire, c'est de la même manière. Il a été montré que ça permet d'augmenter la souplesse avec un traitement relativement court. Donc, si on a un traitement de physiothérapie à mettre en œuvre qui va se baser justement sur le regain de souplesse et des étirements, on peut avoir un intérêt finalement d'appliquer de la cryothérapie. Alors, il y aura toujours le débat, et je pense que ça pourrait être intéressant d'en discuter avec le docteur Hardy ensuite, mais le débat chaud versus froid, c'est, je pense, encore un débat sur lequel, dans lequel sur certaines situations, la réponse n'est pas forcément si claire que ça, à savoir qu'est-ce qui est le plus bénéfique et le plus intéressant. Donc, quand on fait la liste de tout ce qui est utilisable pour mettre en place un traitement de cryothérapie, en fonction de 3 vecteurs différents, soit vous pouvez diffuser le froid par conduction, par convection ou par évaporation, vous aurez différents types de systèmes. Donc les packs de froid qui sont ni plus ni moins que, ou les packs de glace qui sont ni plus ni moins que l'équivalent de sacs de petits pois congelés, qui sont toujours bien évidemment utilisables. Le système le plus simple. Vous avez les packs de froid là à proprement parler qui contiennent des gels plus ou moins efficaces par rapport à la glace. Vous avez les bandages de glace qui en général ont tendance à se réchauffer rapidement, donc typiquement une serviette mouillée par exemple, une serviette glacée peut être utilisée. Donc vous avez des gels de glace, des gels de massage, donc ça peut ressembler à peu près aux glaces que vous donnez à vos enfants sur lesquelles vous pouvez pousser pour faire remonter au fur et à mesure qu'ils la mangent. Vous avez la même chose en termes de traitement de physio, de cryothérapie, donc des systèmes relativement simples, très rapidement accessibles. Et puis ensuite, vous avez des systèmes plus commercialisés et plus développés, comme les systèmes de compression et de cryothérapie, donc de la cryocompression que je vais vous montrer un petit peu après. Et donc, je vais vous en montrer l'intérêt. Vous avez le fameux spray de froid qu'on voit très souvent dans les sports professionnels. C'est très volatile, donc c'est celui-là qui fonctionne principalement par évaporation. Il a un intérêt, du coup, comme je vous disais juste avant, sur la lésion musculaire. On se dit toujours
il n'avait pas vraiment mal parce qu'il recourt tout de suite, mais au final, la bombe de froid, elle est magique. Non, c'est tout simplement que probablement ils anticipent sur ce qui va se passer dans les jours qui suivent le traumatisme qui a eu lieu. Bon, et puis les bains, là, pour le coup, pas du tout applicable chez nous. Donc ça va être à choisir en fonction du patient et de la zone à traiter pour ces différents systèmes. Mais du coup, à retenir que toutes ces méthodes sont utilisables et potentiellement intéressantes chez nous. L'intérêt de la compression, pour l'instant, on a parlé essentiellement de l'application du froid, mais aujourd'hui, on utilise principalement chez nous de la cryocompression. Alors, quel est l'intérêt de la compression? Tout simplement, la compression, elle va diminuer encore la vascularisation localement en augmentant cette vasoconstriction. Et ça a été démontré dans une méta-analyse là, qui date de quelques années maintenant, que précocement, elle va permettre une progression plus rapide lors de la physiothérapie, diminuer l'œdème, diminuer la douleur, notamment après une chirurgie articulaire du genou. Et je suis sûr que le docteur Hardy reviendra sur des données plus précises à ce sujet-là. Mais à la fois d'un point de vue physiologique et d'un point de vue scientifique, il y a un intérêt qui a été démontré. Là, on va revenir chez le chien et je remercie du coup certaines équipes qui travaillent fort sur ce sujet-là. Il a été montré qu'entre un traitement de cryothérapie standard, comme vous voyez ici à gauche, avec une caméra thermique, et la cryothérapie compressive ici à droite, on a une augmentation localement de la zone qui a été touchée par le froid. Et donc un vrai intérêt à maximiser notre traitement et améliorer du coup la fonctionnalité de ce traitement-là en ajoutant de la compression à la cryothérapie, comme vous le voyez là, par cette zone bleue au milieu qui est très largement augmentée par la compression. Donc si on rajoute la compression dans notre petit diagramme de tout à l'heure, globalement la compression, en favorisant cette vasoconstriction, elle va aider encore à la diminution de l'œdème et du coup par là maximiser la fonction analgésique de l'ensemble de ce traitement-là. Il n'y a pas vraiment de doute aujourd'hui que, a priori, la compression apporte uniquement du bénéfice à notre traitement de cryothérapie. Dans quelle situation est-ce que ça peut être intéressant? Eh bien, à la fois dans les phases aiguës comme dans les phases chroniques. Donc la phase aiguë, là, c'est le sujet plus de notre intervention aujourd'hui. Ça va être la phase de post-opératoire, mais on peut avoir un intérêt dans les cas d'arthrite aiguë. Un cas de polyarthrite, par exemple, relativement douloureuse, on peut avoir un intérêt à utiliser de la cryothérapie. Les crises d'arthrose ou les inflammations post-exercice. Et puis dans les phases plus chroniques, là, il va y avoir un intérêt à l'utiliser sur le long cours en rééducation pour lutter notamment contre le spasme musculaire et puis, comme je disais tout à l'heure, favoriser le travail musculaire et ligamentaire lors de la rééducation en elle-même. Alors, chez le chien, quelles données on a? Alors, vous voyez, là, si on va regarder un petit peu en arrière dans la littérature, on a des études qui datent de plus d'une dizaine d'années quand même déjà maintenant, donc c'est rien de très récent tout ça, mais c'est des choses qu'on a, je pense, pas assez développées. C'est pour ça que je vous souhaitais que ce soit cette année que vous mettiez ça en place dans votre pratique. Donc là, une étude intéressante, puisque bon, même si l'échantillon n'est pas très important, c'est une étude avec groupe contrôle, ce qui n'est pas si facile que ça à mettre en place en médecine vétérinaire, post-TPLO, comme je vous disais, c'est l'exemple souvent le plus courant. Ils ont montré qu'on avait une diminution de la douleur, une diminution de l'œdème et surtout une diminution du coup de la boiterie post-opératoire bien plus rapide lorsque la cryocompression a été mise en place dans la prise en charge post-opératoire. Et puis donc là, je vous ai mis comme illustration une photo du système qu'on utilise à la clinique, qui est de la cryocompression, et ici qu'on met en place en pré et en post-opératoire immédiat pour favoriser la récupération post-opératoire. Alors, quelles autres preuves existent en médecine vétérinaire? Au final, quand on creuse un petit peu le sujet, on a quelques études très intéressantes qui étudient cet intérêt-là. Donc là, je vous remettais l'étude de Dreygas, mais vous avez deux autres études, dont une qui compare même différents protocoles de cryothérapie entre pas de cryothérapie, un traitement préopératoire immédiat, un traitement post-opératoire immédiat et le traitement qui combine du pré et du post-opératoire. Et donc le petit diagramme que je vous ai mis là en évidence montre que le degré de boiterie post-opératoire est plus faible lorsque vous combinez un traitement pré et post-opératoire autour d'une TPLO. Donc ce qu'on essaye de mettre en place maintenant, c'est-à-dire que juste avant le passage au bloc opératoire, on a un premier traitement de cryothérapie et puis le chien subit aussi de la cryothérapie lors de sa phase de réveil. Cryothérapie compressive.
Les autres preuves qui existent sont que la mise en place de physio chez le chien est probablement aujourd'hui un peu déficiente dans le sens où on le prescrit pas suffisamment et surtout on a des difficultés à le prescrire suffisamment tôt. Cette étude-là, qui commence à dater maintenant aussi, elle montre que la prise en charge par physiothérapie dans son ensemble, et du coup incluant de la cryothérapie compressive également, va favoriser la reprise d'exercice, la reprise d'activité, le fonctionnement articulaire et du coup le retour à une situation normale en termes de boiterie post-opératoire. Globalement, la conclusion, c'est que même si je suis chirurgien orthopédique principalement, c'est que probablement tout seul, je ne suis pas suffisamment efficace pour garantir à mon patient une reprise normale d'activité et qu'on aura besoin d'avoir un passage en physiothérapie par la suite pour complémenter tout ce qu'on aura mis en place. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller regarder cette étude qui date de seulement quelques années maintenant, qui répond un peu dans la globalité ce qui peut être un traitement ce qui peut être mis en place lors de rééducation post-opératoire. Et du coup, dans cette étude-là, enfin dans cette review, vous avez évidemment une place importante laissée à la cryothérapie compressive, qui doit aujourd'hui faire partie de votre arsenal thérapeutique. Et c'est probablement une des choses les plus simples à mettre en œuvre en médecine vétérinaire. Alors dans les aspects pratiques, comment on l'a mis en place nous aujourd'hui? On a un système qui est un système utilisé en médecine humaine, dans lequel vous avez là un bac qui est rempli donc là on le remplit de packs de froid, et ce qui permet de générer du froid et de l'eau circulante qui va circuler dans la telle, avec une programmation de compression et décompression alternée pendant un certain temps donné par la machine en elle-même. On met ça en place pendant une quinzaine de minutes, en préopératoire et en post-opératoire. Alors, autour de la chirurgie, c'est recommandé de le faire 3 à 6 fois par jour. Donc, potentiellement, ça peut être quelque chose que vous prêtez ou que vous mettez en location au propriétaire le temps du traitement. L'idéal étant de le mettre en place le plus tôt après la chirurgie, et ce qui fait qu'on essaie de le mettre en place typiquement au moment du réveil et pendant les 24 heures d'hospitalisation par la suite sur l'ensemble de nos patients, à défaut aujourd'hui d'être capable de le mettre à disposition de nos clients qui vont pas forcément aller vers l'achat de ce genre de matériel dans un premier temps. Donc là, je vous ai remis quelques photos. Vous voyez le petit écran très simple qui vous permet de choisir le mode et puis la durée de traitement. Et vous voyez la température de traitement. Là, on est à 6 degrés pour l'eau circulante dans le système, l'eau qui va circuler du coup dans le tuyau là qui connecte la telle au patient, qui là est sous anesthésie parce que c'est juste avant de passer au bloc opératoire, mais qui peut très bien être fait en hospitalisation, en post-opératoire sur un animal vigile, pour peu qu'il soit quand même parmi la grande majorité de nos patients qui sont coopératifs. Vous avez d'autres systèmes. Donc ici, je vous ai montré un premier système qui était associé à une machine, mais vous avez d'autres systèmes qui peuvent fonctionner relativement manuellement. La différence, c'est que vous aurez une compression qui sera continue plutôt que discontinue. Donc ça, après, on pourrait discuter longuement de la discontinuité du traitement. Mais ce système-là qui est dédié spécifiquement au système Veto, c'est une attelle qui est adaptée sur le genou, mais qui finalement, si vous la mettez dans l'autre sens, est très adaptée pour aller sur le tarse ou sur le coude. Bon, l'idée, c'est de protéger un petit peu quand même la peau du froid pour que vous n'ayez pas de brûlure par le froid. Et puis ensuite, vous mettez en place l'attelle et on la gonfle à l'aide d'une petite poire qui vous permet de créer la compression. Donc ça, c'est un système qui est tout à fait accessible à vous et aux propriétaires si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place demain. Pour info, c'est un système qui est distribué par la société Novetech en médecine vétérinaire. Alors, quelques contre-indications, elles sont faibles. C'est là tout l'intérêt aussi de ce traitement-là, c'est qu'au final, le risque de complications et puis le risque les contre-indications sont quand même très très limitées. Donc, vous prenez pas beaucoup de risques à mettre en place ce traitement. Hein. Bien évidemment, il faut faire un peu attention si vous avez une plaie ou si vous avez un chien qui est tout petit. L'idée étant pas de faire descendre la température systémique très basse. Et puis, si on a des zones qui ont des nerfs relativement superficiels, typiquement, faites un peu attention sur les chiens très maigres autour du coude, par exemple. En termes de complications, faire attention au risque de plaie de brûlure par le froid. Donc ça, la solution étant d'appliquer un petit linge sur la peau directement avant d'appliquer le froid pour essayer de limiter le contact direct et la brûlure. L'hypothermie systémique, elle est relativement peu importante. Il a été montré qu'on a quand même un retour à une normothermie un petit peu différée lors de chirurgie du genou chez le chien après l'application de la cryothérapie. En pratique, c'est pas quelque chose qui nous pose de soucis criants.
Donc pour conclure sur ma partie, d'un point de vue vétérinaire, on a un intérêt que je pense le docteur Hardy réitérera, antalgique, anti-inflammatoire, anti-œdémateux par hypothermie et compression locale. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir une température cutanée qui va descendre relativement bas et qui va persister pendant environ 45 à 60 minutes chez le chien avec un traitement qui dure une quinzaine de minutes. Donc quelque chose qui est tout à fait faisable dans le temps imparti qu'on a pour nos patients en post-opératoire immédiat. Donc, en 2024, on ne peut, à mon sens, difficilement se passer de la cryothérapie, puisque c'est facile à mettre en œuvre. Et je pense qu'il serait une erreur aujourd'hui d'imaginer qu'on peut s'arrêter à l'acte chirurgical pour espérer une récupération complète et la plus rapide possible. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose la question, et nous les premiers en tant que chirurgiens, à quoi doit correspondre notre prise en charge globale du patient à partir de maintenant. Il y a des preuves scientifiques d'efficacité de la cryothérapie et en l'absence d'effets secondaires notables et risqués, je pense que c'est une chose à absolument mettre en œuvre aujourd'hui. Et donc maintenant, je vais laisser la parole au docteur Hardy pour la suite de la présentation sur le point de vue et la partie humaine. Merci, docteur Caron. Alors, votre micro, docteur Hardy, on ne vous entend pas. Hop. Désolé. Donc moi, je suis le docteur Hardy, je suis chirurgien orthopédiste, mais justement chez les humains et pas chez les animaux. Mais on va voir que finalement, la problématique reste sensiblement la même. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt relatif à cette présentation. Donc, quand on m'a proposé cette présentation, ça a été plutôt sympa pour moi parce qu'on a justement fait un papier qui a été accepté dans l'Open Journal of Sports Medicine, où justement on s'est intéressé aux intérêts de la cryothérapie donc, dans les articulations autres que le genou, parce que c'est assez bien documenté dans le genou, on le verra après. Donc, quels sont les intérêts donc, de cette cryothérapie dans les articulations qui ne sont pas le genou? L'utilisation de la cryothérapie chez l'humain, elle remonte déjà à bien longtemps. Elle est décrite chez les Égyptiens, mais également chez Hippocrate, qui notait les bénéfices du froid pour réduire l'enflure des articulations douloureuses. Donc, ça fait quand même un bout de temps qu'on sait que cette cryothérapie, elle peut avoir un intérêt. Depuis quelques années, on connaît les mécanismes sous-jacents qu'Alexandre a déjà bien décrits. Ça va diminuer du coup le métabolisme des cellules et diminuer l'inflammation. Ça a un effet sur la douleur avec effectivement une diminution de la sensibilité des terminaisons nerveuses libres et un ralentissement de l'activité synaptique qui va donc freiner la détection de la douleur et augmenter également le seuil de déclenchement de ces récepteurs de la douleur. On va avoir une réduction de l'œdème par une vasoconstriction locale prolongée, et c'est ces mécanismes-là qui vont nous permettre d'avoir tous ces bénéfices dont on va se servir en post-opératoire. En orthopédie, son utilisation est relativement courante, principalement dans la chirurgie de la colonne vertébrale, dans la chirurgie reconstructrice et dans la chirurgie arthroscopique. Elle est très bien documentée dans le genou, il y a plusieurs études qui l'évaluent, mais les connaissances sont un peu plus limitées pour les autres articulations du corps humain. Les facteurs qui influencent l'efficacité de cette cryothérapie, ça va être la température, parce qu'effectivement, Alexandre a commencé à l'évoquer, il faut définir des seuils de température pour avoir une efficacité optimale. Ça va avoir un impact sur la vitesse de guérison et la préservation musculaire. Il va falloir ne pas négliger les traitements analgésiques complémentaires. En effet, il va y avoir une interaction entre la cryothérapie et les différents analgésiques qu'on va pouvoir mettre en place, notamment les blocs nerveux. Et il y a la question de la modalité de la cryothérapie, dont Alexandre a également parlé. On se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de passerelles entre l'humain et l'animal, à savoir, est-ce qu'on s'oriente vers une cryothérapie traditionnelle ou une cryothérapie avec compression? Est-ce qu'on a recours à de la compression statique ou de la compression dynamique ou intermittente?
L'objectif du coup de notre étude était de définir du coup l'effet de la cryothérapie dans la gestion post-opératoire des pathologies articulaires dehors du genou, évaluation donc de l'impact de cette cryothérapie sur les douleurs post-opératoires, la consommation d'analgésiques, l'œdème et la perte de sang. Et l'hypothèse, elle était de façon assez logique que cette cryothérapie aurait donc des effets bénéfiques dans les autres articulations autres que le genou. Donc la méthodologie, on a fait ce qu'on appelle une revue systématique de littérature. Donc il y a des critères pour réaliser ces revues systématiques qui se basent sur la méthodologie PRISMA, qui a été décrite en 2020. Les critères d'éligibilité, il s'agissait tout le temps d'études comparatives, donc qui comparaient deux modalités de cryothérapie ou une cryothérapie versus absence de cryothérapie. Donc pour toutes les articulations en dehors du genou, et on s'est servi de toutes les bases de recherche avec quand même Medline, Prospero, Clinical Trials, etc. Les critères de jugement principal, c'était le niveau de douleur et la consommation d'antalgiques, et on a pris comme critère de jugement secondaire l'œdème et les pertes de sang post-opératoires. Concernant les résultats, on a eu un peu plus de 6500 études qui étaient éligibles à la première lecture. Ensuite, on a fait un screening en fonction des articles, puis en fonction des abstracts, et ensuite en fonction de l'ensemble de l'article pour finalement analyser 22 études. On a utilisé la technique ROB, donc Risk of Bias Assessment, qui permet d'évaluer le risque de biais lié à l'étude, et on s'apercevait qu'il y avait finalement assez peu d'études avec des forts risques de biais, donc on était plutôt content de ça. Ensuite, on a évalué donc le nombre d'études en fonction des articulations. On s'est aperçu que l'épaule était l'articulation la plus étudiée, avec 6 études impliquant 311 patients, ce qui ne paraît pas particulièrement surprenant pour le membre supérieur, dans le sens où c'est une articulation où il y a beaucoup de chirurgie arthroscopique, et comme je vous l'ai dit, les arthroscopeurs sont particulièrement sensibles à cette problématique de la cryothérapie. Le poignet et la main regroupaient 4 études, et le coude était seulement étudié dans une seule étude. Concernant le membre inférieur, la hanche était l'articulation la plus étudiée, avec comme star, entre guillemets, le remplacement de l'articulation avec une prothèse totale de hanche, et le pied et la cheville étaient seulement évalués dans 4 études. Donc, concernant les résultats sur la douleur, la douleur était étudiée dans toutes les études sauf 2. La période d'évaluation portait principalement sur le préopératoire et jusqu'à 3 mois en post-opératoire. 9 études, donc 45%, ont montré une diminution significative de la douleur lors de l'utilisation de la cryothérapie à un ou plusieurs points temporels en post-opératoire. Alors, j'attire votre attention, donc, comme vous pouvez le voir sur le graphe, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez, donc, quand il y a les petits p inférieurs à 0,05, donc c'est les études où il y avait une différence significative. Vous voyez que même les études où il n'y avait pas de différence significative, il y avait quand même une tendance, dans le sens à avoir un meilleur contrôle de la douleur en post-opératoire dans le groupe cryothérapie, et probablement une absence de différence significative par un défaut de puissance. Voilà, donc dans la cheville et le pied, ça avait été évalué dans les fractures du calcanéum et les fractures de la cheville et de l'arrière-pied, avec de la même manière, une fois une différence significative, mais dans l'autre article sans différence significative, toujours une tendance, vous avez vu, avec toujours des EVA moyennes dans le groupe contrôle plus élevées que dans le groupe cryothérapie. Et c'est ça, du coup, à mon sens, qu'il faut retenir de ces graphes, c'est que même si dans certaines études, on ne retrouve pas de différence significative, c'est la plupart du temps par un défaut de puissance, et donc un nombre de patients inclus insuffisant. Mais on a toujours cette tendance à avoir un meilleur contrôle de l'EVA dans le groupe avec la cryothérapie. Pareil dans le coude et le poignet, vous voyez toujours la même tendance, parfois significative, parfois non, d'un meilleur contrôle de la douleur en cas d'ajout de la cryothérapie. Concernant la chirurgie de la hanche, cela permettait de réduire significativement la prise d'antalgiques en post-opératoire. Et alors, c'est le seul inconvénient retrouvé dans les études,
Et c'est dans une étude justement sur la chirurgie de la hanche avec une population relativement âgée qui notait quand même la présence d'une augmentation du risque de confusion en post-opératoire par l'adjonction de cryothérapie, notamment dans le cadre de fractures du col du fémur. Donc on sait que c'est des populations qui sont très très à risque d'avoir des confusions en post-opératoire, notamment après une anesthésie générale chez des patients âgés. Et il est quand même à noter chez ces populations, on va dire fragiles, que l'adjonction de la cryothérapie peut générer une confusion évidemment transitoire en post-opératoire. Pour la cheville et le pied, ça réduisait également significativement la prise dentalgique. Et pour la chirurgie de l'épaule, les résultats variaient avec certaines études qui montraient une réduction de la douleur, tandis que d'autres ne montraient pas d'amélioration significative. Pour la chirurgie du coude, l'adjonction de cryothérapie permettait de diminuer significativement la prise dentalgique, mais l'effet disparaissait après l'arrêt du traitement. La chirurgie du poignet, pareil, diminution de la prise dentalgique, mais toujours des résultats variables, probablement par un défaut de puissance dans certaines études. Concernant donc les critères de jugement secondaires et notamment l'œdème, l'œdème avait été évalué dans 8 études avec des méthodes de mesure très variées. L'œdème, c'est pour ça aussi que c'est moins souvent rapporté, c'est parce que c'est quelque chose de plus difficile à évaluer. Donc on voit les différentes mesures utilisées. Mesure de la circonférence, de la distance entre deux points, une méthode de déplacement d'eau qui est plutôt ingénieuse, où on va en fait immerger le membre dans une bassine d'eau pour avoir une analyse volumique et non pas simplement circonférentielle. Voilà, ou donc simplement des circonférences de cheville ou de cuisse, enfin, voilà, plein de méthodes différentes. Concernant l'œdème, donc au niveau de la hanche, on retrouvait une seule étude avec une réduction significative de la circonférence de la cuisse à J4 après mise en place d'une cryothérapie post-opératoire. Pour les chevilles, la cryothérapie intermittente était supérieure à la cryothérapie statique, qui était elle-même supérieure au paquet de froid standard. Dans la deuxième étude, cryothérapie intermittente ne montrait pas de supériorité par rapport à la cryothérapie statique, mais restait supérieure au paquet de froid standard. Donc la cryothérapie semble réellement avoir un intérêt dans la diminution de l'œdème et possiblement que cette cryothérapie dynamique va être un peu supérieure à la cryothérapie statique. Pour la chirurgie de l'épaule, alors avec la limite que l'œdème au niveau de l'épaule, c'est très très compliqué à évaluer, parce que vous pouvez pas, c'est compliqué d'immerger une épaule dans une bassine et puis c'est compliqué de faire une circonférence d'épaule. Donc on ne retrouvait pas de différence statistiquement significative. Concernant la chirurgie du coude, on l'a dit déjà, peu d'études sur le VA et également peu d'études sur l'œdème. Concernant la chirurgie du poignet et de la main, on ne retrouvait pas de différence dans la première étude et une différence significative dans la deuxième étude concernant la chirurgie du canal carpien. Concernant les pertes de sang et la nécessité de transfuser les patients, dans la chirurgie de la hanche, on retrouvait une réduction significative dans la plupart des études, mais pas de différence dans les fractures du col du fémur. Je vous rappelle l'indication où il peut y avoir un risque de confusion, donc à user avec parcimonie. Concernant la chirurgie du coude, une seule étude, on ne retrouvait pas de différence, avec quand même la petite limite que la chirurgie du coude n'est pas une chirurgie où les pertes sanguines sont importantes, donc probablement effectivement peu de différence à attendre, et pas d'études dans les autres articulations. En conclusion, donc pour la chirurgie de la hanche, on retrouvait que la cryothérapie avait montré un avantage relativement constant dans tous les paramètres étudiés, avec comme principale indication donc la PTH, la fracture et les conflits fémoro-acétabulaires, et à noter, attention, à une augmentation notable de la consommation d'allopéridol dans le cas de fracture de la hanche, avec donc des risques de confusion en post-opératoire dans cette population particulièrement fragile. Concernant la chirurgie du poignet, 4 études qui ont montré des avantages variables selon la procédure. L'indication favorite était la chirurgie du canal carpien. Dans cette chirurgie donc, du canal carpien, la cryothérapie permettait de réduire significativement la douleur, l'utilisation des analgésiques et l'œdème post-opératoire.
Voilà, concernant la chirurgie de la cheville, 4 études qui indiquent des avantages concernant la douleur et la consommation dentalgique. Les indications qui ont été évaluées, on en a parlé, c'est la fracture du calcanéum, la fracture de la cheville et de l'arrière-pied. La cryothérapie n'avait pas montré de méthode optimale, à savoir dynamique ou statique, pour résoudre l'œdème. Concernant la chirurgie du coude, donc on l'a dit, une seule étude, 59 patients, avec des avantages limités sur la douleur et sur la consommation dentalgique. Mais comme vous pouvez le voir, donc 59 patients, si vous les réduisez en 2 groupes, forcément, le risque de manquer de puissance est assez élevé. Concernant la chirurgie de l'épaule, preuve non consistante des avantages de la cryothérapie, notamment sur l'œdème et la douleur post-opératoire, donc encore à évaluer. Concernant donc le genou, qui n'était pas l'objet de notre étude, mais qui est bien documenté dans la littérature, une première revue systématique de 22 essais qui concluait à une efficacité de la cryothérapie par rapport à pas de cryothérapie pour réduire les douleurs après les chirurgies mineures du genou et peu de différence dans l'efficacité de la glace avec ou sans compression comparé à, avec compression versus sans compression. Après ligamentoplastie, donc le LCA, une indication où la cryothérapie est très fréquente, revue systématique de 10 essais de 573 patients en 2014 qui montrait une réduction significative de la douleur à 48 heures avec des dispositifs de compression froide, mais pas de différence dans le risque d'événements indésirables de risque d'événements indésirables entre cryothérapie et absence de traitement. Donc, uniquement des effets bénéfiques dans la ligamentoplastie du croisé. Après prothèse totale de genou, une étude en 2023 qui montrait une diminution de la consommation d'opioïdes et des meilleurs résultats lors de la cryothérapie assistée par ordinateur versus sac de glace. Bon, ordinateur, c'est compression dynamique, hein, c'est pas vraiment un ordinateur. Voilà. Et une autre revue systématique, toujours sur les prothèses totales de genou, qui montrait également une diminution de la douleur observée. Donc, on en a parlé, Alexandre et moi. Importance donc des modalités appliquées. Donc, dans cette étude qu'on avait menée pareil en post-opératoire de LCA, on avait regardé 676 patients qui avaient eu une reconstruction du LCA et on avait montré qu'en fait la compression dynamique permettait une récupération des patients plus rapide. On s'était servi pour ça du critère du PASS, donc c'est ce qu'on appelle le Patient Acceptable Symptoms, c'est-à-dire en gros à partir de quand est-ce que les patients jugent être dans un état satisfaisant, et en gros c'est en gros un EVA 3 chez l'humain, et en gros c'est les patients, quand on leur mettait en place une cryothérapie compressive, et ben ils étaient dans un état, on va dire, acceptable plus rapidement que les patients qui n'en avaient pas eu. Donc, en conclusion, retenir que, comme le disait Alexandre, quasiment que des avantages à cette cryothérapie, avec quand même la toute petite particularité, je ne sais pas si c'est transposable à l'animal, mais des populations extrêmement fragiles où cette cryothérapie semble pouvoir être génératrice de confusion chez l'humain dans ces populations âgées et fragiles. Je vous remercie. Merci, Dr. Hardy. Merci. Merci à tous les deux pour ces présentations très complètes. Alors, je vais juste regarder. Vous avez répondu à une question sur et ensuite la réduction d'une luxation d'épaule. Je pense que vous en avez parlé. C'était une question de François. Alexandre, vous aviez une question aussi sur les enveloppes et vous avez répondu dans le chat. Ouais, je peux peut-être reprendre cette partie-là. C'est vrai que les photos que j'ai montrées là au début étaient une adaptation des systèmes d'Humaine, où globalement, si on regarde ce qui est distribué sur le marché humain, ils ont plein d'attelles différentes, très adaptées éventuellement à la localisation. Donc typiquement des attelles cryocompressifs spécifiques pour l'épaule, spécifiques pour le genou, spécifiques pour la cheville, et puis derrière certaines plus générales. On arrive à adapter tout ça à nos patients à nous, sans aucun problème. Hein. L'image que je vous ai montrée, moi, on est sur un genou de chien avec une attelle standard humaine non spécifique anatomiquement. Et donc ça, c'est avec le système Orthonov.
Et si vous utilisez leur petit module Cryo Push, on peut adapter dessus les attelles qui sont distribués par Novetech, puisque les connectiques fonctionnent très bien. En fait, tout dépend du système. Est-ce que c'est un système avec une circulation d'eau dans l'attelle ou est-ce que c'est un système avec un pack de froid qui est contenu dans l'attelle? Donc, rapprochez-vous éventuellement de Novetech pour ça, et puis éventuellement Ortonov pour les systèmes automatiques donc qu'on appelait contrôlés par ordinateur. Ok, super. Alors, explique l'équivalence. Alors, j'ai une autre question de Nicolas. Qu'est-ce qui explique l'équivalence de la cryothérapie avec et sans compression dans les chirurgies mineures du genou? Je pense tout simplement le défaut de puissance. En fait, il faut bien voir hein, que on en parlait notamment dans l'étude concernant le coude, pour montrer des différences, parce que c'est pas des différences non plus où on va diviser par 4 le VA en post-opératoire. Donc pour montrer une différence de 1 voire 2 points de l'EVA en post-opératoire, en fait, il faut tout de suite des énormes cohortes. Et donc, ce qui est difficile à mettre en place, donc je pense que c'est plutôt un problème de volume de cohorte que de réelle équivalence des deux systèmes. Merci. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais enfin... Nous, oui, c'est sans doute une très bonne explication pour statistique. Après, nous, on n'a pas beaucoup de données hein, tu sais, sur nos patients. Tu as vu l'étude que j'arrive à ressortir, on a 39 patients, c'est-à-dire que c'est celle où toi tu mentionnes que forcément on a une erreur de type 2 probablement derrière. Donc on est quand même plus limité, nous, pour pouvoir donner des vraies explications statistiques. Merci. Alors, on va regarder, est-ce que j'ai d'autres questions? Ok. Non. Alors, je regarde. Pas d'autres questions? Alors, j'ai une question de Marie qui arrive. Bonjour, merci pour les présentations. J'ai une question concernant les cas de membres traumatisés avec des tissus nus très abîmés. La cryothérapie préopérative peut-elle permettre de diminuer l'œdème et les complications post-op ou au contraire risque-t-elle d'aggraver les lésions vasculaires? J'imagine que la question elle est dirigée à vous deux. Alors, d'un point de vue humain, je pense pas une bonne idée de mettre en place de la cryothérapie à partir du moment où il y a une effraction de l'enveloppe cutanée, quoi. En dehors de la cicatrice chirurgicale bien suturée, s'il y a une dermabrasion globale ou une perte de substance, en général, moi je ne mets pas en place de cryothérapie parce que effectivement, c'est dans ces cas-là où on peut avoir vraiment encore que chez l'humain c'est rare, mais c'est un peu plus compliqué de contrôler l'hypothermie induite, etc. quoi. Oui, mais du coup, alors moi, cette réponse déjà m'intéresse, la réponse que tu viens de faire, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on met en place non plus chez nous dans ces cas-là. On a tendance à gérer médicalement et chirurgicalement tout ce qu'on a à gérer et puis à réfléchir à cette cryothérapie potentiellement en post-op, plus pour de la gestion de la douleur et sur une plaie suturée, quoi. Principalement en cas de plaie ouverte, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est très clair, merci. Alors, d'autres questions. Pendant que vous rédigez vos questions, juste vous dire que comme c'est le début de l'année, j'ai prévu moi de mon côté quelques belles. On lui a fait peur. Ah. Je pense qu'on a perdu Bertrand, du coup. Alors, non, c'est toujours la même question. Les membres traumatisés. Ah, Bertrand de retour. Oui, je suis de retour. Je suis de retour, désolé. Petite coupure de mon côté à moi. Alors, vous savez que nous organisons les formations en physiothérapie, donc ça vous l'avez. Je viens de vous faire passer notre offre du mois hein, sur notre formation en physiothérapie.
allez-y. Vous avez évoqué tout à l'heure, hein, ce webinaire, il est organisé en collaboration avec Orthonov. Vous avez également une remise d'Orthonov que je vous fais passer à l'écran, mais de toutes les façons, je vous enverrai également tout ça par email et vous aurez l'ensemble des éléments. Je regarde, est-ce que j'ai d'autres questions qui arrivent? Okay. Non, j'ai pas d'autres questions. Juste avant de finir, j'ai envie de vous donner rendez-vous pour les 23 et 24 mars prochains à Triovette chez le docteur Alexandre Caron autour d'une formation sur la prise en charge vétérinaire du chien sportif. Donc, pareil, je vous balance à l'écran l'offre, vous la voyez. C'est une formation qu'on organise déjà en ligne, mais on s'est dit cette année que voilà, c'est l'occasion de la faire en présentiel et on la fera du côté de Rennes. Donc, pareil, vous avez un petit clin d'œil là-dessus aussi. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Juste pour préciser, c'est pas moi qui parle, mais ce sera un Voilà. autre champion du monde de canicross qui viendra vous présenter en partie Voilà. ce qu'il a à raconter. Et puis, on a prévu aussi, tu n'as pas dit Bertrand, mais une petite initiation le lendemain avec Anthony, justement. Donc, pour ceux qui font un peu de sport canin, n'hésitez pas à venir. Et il y a de la neige sur l'offre qui a été faite, mais je doute que le 23 mars à Rennes, on ait de la neige. Si ça se trouve. En tout cas, j'espère vous retrouver tous et toutes sur cette action de formation. Alors, je regarde, est-ce que j'ai une question? Non, j'ai pas de question, j'ai plutôt des remerciements. En tout cas, moi, je vous remercie, Alexandre Caron et Alexandre Hardy, pour votre gentillesse, votre sympathie, hein, de venir animer ce webinaire pour nous ce midi. Les participants, vous recevrez le replay d'ici 4 heures, je crois bien. Prochain webinaire le 26 mars. Là sera les résultats d'une étude expérimentale sur l'évaluation de l'impact de l'utilisation des harnais sur les chiens sportifs. Donc ça aussi, c'est super intéressant. C'est une étude qui a été faite par une jeune vétérinaire qui a soutenu sa thèse là il y a quelques mois à Nantes. Et donc, elle a la gentillesse de venir nous partager les résultats de ses travaux. Si c'est tout bon de votre côté, Alexandre Hardy, je vous remercie. Alexandre Caron, je vous remercie. Je remercie également notre partenaire Orthonov, Petnov pour la mise en relation. À vous tous, je souhaite un excellent après-midi et à très bientôt sur nos webinaires. Bon après-midi à chacun. Au revoir. Merci Bertrand, bon après-midi, à bientôt. À bientôt, au revoir.